Bonjour à tous. Vous allez bien? Bon, excellent. Je vais laisser le temps à nos invités de s'installer. Moi, c'est possible que je me lève, je sois assise, que je bouge. Écoutez, on est ici pour parler du rôle des corporations, des grandes entreprises dans l'écosystème des startups. Et nous avons trois invités de choix qui travaillent au sein de grandes entreprises, que ce soit Vidéotron, Ubisoft, Mouvement Desjardins. Alors, on a une petite demi-heure ensemble, alors on va y aller directement. On va leur demander de vous pitcher, en fait, à vous, en 3 minutes, ce qu'ils offrent aux startups. Ça vous va? Qui veut briser la glace? Je peux commencer? Serge? Alors, évidemment, Vidéotron, très actif du côté du start-up, que ce soit Parcours PME Montréal, Maison Notman, plus récemment, et c'est peut-être ça avec lequel j'aimerais commencer. En septembre dernier, on a lancé le laboratoire pour l'élaboration de la vie intelligente en collaboration avec Ericsson, la Société du quartier d'innovation et l'ETS. Et ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de créer à l'intérieur du quartier d'innovation, mettre en place les infrastructures de réseau pour permettre à une communauté de start-up de venir essayer dans un contexte rempli d'étudiants, rempli de gens, mais avoir accès aux couches réseau qui normalement seraient difficiles d'accès pour les start-up, de venir essayer des choses, des nouveaux bidules, des nouveaux objets connectés, des nouveaux logiciels. Et donc, on met ça en place en ce moment. Et évidemment, je fais un peu de promotion, tant qu'à y être. Le portail pour le dépôt des projets, pour ceux que ça intéressera, va se faire dès cet automne. Je pense que ça peut intéresser, en effet. Merci. Francis, chez Ubisoft? Oui, bien, ça dépend de combien de temps j'ai pour pitcher. Si j'ai 5 secondes, je vais dire du cash, du temps, puis des clients. C'est pas mal. Si j'ai un peu plus de temps... Là, je t'en donne un petit peu plus. Oui. Si j'ai plus de temps, je vais expliquer. Puis on a quand même 3 programmes distincts. Ubisoft est toujours impliqué dans son écosystème techno-créatif. Donc, dès 2005, on avait le campus Ubisoft pour la relève. En 2010, on avait notre chaire de recherche et le début de nos investissements en recherche avec Yoshua Benjo en Machine Learning. Et depuis 2014, on est impliqué avec les startups. 3 programmes. Le premier, c'est les créatifs aiment le futur Montréal Inc. avec la Fondation Montréal Inc. On offre du mentorat d'entreprise. Le deuxième, c'est Innoban Ubisoft. Peut-être certains d'entre vous ont même participé à un Innoban. Donc, avec la Chambre de commerce de Montréal, on offre l'accès à un premier projet pilote de 25 000 $ auprès d'une grande corporation. Et le dernier né, qui est la série Indie Ubisoft, on offre effectivement des bourses, mais aussi du mentorat, du marketing et de la distribution de jeux vidéo pour les jeunes entreprises en démarrage au niveau du secteur du jeu vidéo. Merci. Henri? Bonjour à tous. Mouvement Desjardins. Du côté de Desjardins, on a, je dirais, 2 grandes activités. La première, c'est avec le Desjardins Lab. C'est la capacité à connecter Desjardins avec l'écosystème et à la fois initier des activités de création et d'innovation ouverte, comme le Coopératon chaque année au mois de novembre, ou des activités dans lesquelles on va appuyer des startups pour venir travailler sur des problématiques des jardins, coachés par des employés des jardins, coachés sur des problématiques de Desjardins. L'autre volet, on travaille avec de plus en plus de startups, c'est sur des problématiques concrètes d'affaires pour être capable d'amener un avantage au marché. Et donc là, penser à des ajustos ou penser à des programmes alertes, pour ceux qui connaissent, qui n'auraient pas pu se faire sans des startups. Parfait. Ils sont pas mal, hein? Ils sont quand même dans les temps. Maintenant, vous travaillez avec des startups. Quels sont les défis qu'on rencontre quand on travaille avec des startups? Est-ce que on les approche de la même manière? Est-ce que vous devez changer vos processus? J'aimerais ça vous entendre un peu sur les défis, parce que dans la salle, il y a peut-être des gens qui veulent faire affaire avec vous, puis peut-être qu'ils peuvent ajuster certaines choses, ou vous pouvez peut-être ajuster certaines choses. Je vais commencer ce coup-ci. C'est sûr que le premier défi, c'est le défi de la taille. On a d'un côté une grosse organisation qui a ses process, ses façons de faire, et qui a d'un seul coup des millions de clients.
Et de l'autre côté, des organisations qui sont des fois 3, 4, 5, 6 personnes. Et quand c'est dans le domaine du logiciel encore, qui peuvent scaler relativement rapidement, quand c'est dans le domaine du hardware, c'est beaucoup plus difficile de scaler une production pour être capable de servir des jardins. Donc je dirais que là, il y a une question de taille. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Comment vous travaillez avec l'entreprise pour l'aider à bien vous servir finalement? Bon, déjà, ce n'est pas notre métier d'être sur le hardware. Donc là, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a pris une position financière dans une de ces entreprises-là pour l'aider à être capable elle-même de s'entourer de ce qu'elle avait besoin, puis d'avoir accès aux usines qui lui permettaient de fabriquer ce qu'elle avait besoin. Donc ça, c'est le genre de partenariat qu'on va faire, donc une prise de position financière, plus dans une logique de sécuriser le partenaire que dans une logique de contrôle. Est-ce que vous vivez le même genre d'enjeu de volume de production avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Évidemment, de notre côté, Vidéotron, avec les millions de clients, c'est difficile d'introduire rapidement une nouvelle technologie à l'intérieur d'un réseau de production. C'est difficile d'avoir accès aux différentes couches réseau pour tester des choses. La façon qu'on s'est ajusté, je le mentionnais un peu plus tôt, c'est à travers le laboratoire pour l'élaboration de la vie intelligente, où on crée vraiment un mini-réseau à part qui nous permet d'exposer les couches de réseau, d'exposer un réseau qui n'est pas connecté en permanence avec un réseau de production. Donc, ça permet l'essai-erreur. Ça permet aussi quelque chose qui est plus difficile à obtenir, c'est du feedback directement des gens qui vont utiliser les services procurés par les startups et de mettre ça et de ramasser, faire une collecte d'informations et pour connaître rapidement c'est quoi l'intérêt de la population envers tel et tel service, tel et tel hardware. Donc, ça permet de faire ça dans un contexte hors production. Ça serait difficile de faire ça tout d'un coup à la grande échelle, à ton point, Henri, de faire ça rapidement. Alors, on a créé une espèce de carré de sable réel, à ciel ouvert, mais indépendant du réseau de production. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé notre adaptation. Parfait. Vous, de votre côté, dans le secteur du jeu vidéo ou autre? Oui, je te dirais que chez nous, la dynamique, c'est vraiment de réinvestir dans l'écosystème. Donc, on ne cherche pas à faire des partenariats avec les startups pour travailler au sein de nos jeux vidéo. On cherche vraiment à redonner à l'écosystème techno-créatif. Donc, du coup, on va travailler avec une startup, par exemple, qui s'appelle Northfell en jeux vidéo, dans le cadre du programme Indie, mais c'est vraiment pour l'aider, elle, à grandir, indépendamment d'Ubisoft. On va travailler avec Netlift, par exemple, dans un projet pilote pour le covoiturage, mais c'est pour aider cette startup-là à grandir et non pas pour commercialiser son produit chez nous. Où on va travailler dans le cadre de notre initiative avec Montréal Inc. On va travailler avec Smart Hello, mais encore là, c'est pour aider Smart Hello à grandir et à avoir du succès. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ici et là des startups qui vont ultimement travailler de manière plus proche avec nous. On a des gens qui finissent par émerger de ces idées-là et qui finissent par travailler avec nous. Et on a un lab interne qui s'appelle La Forge et qui nous permet de prototyper des concepts de collaboration entre Ubisoft et les startups. Mais ce n'est pas la norme. C'est encore une mode d'exception. Vous abordez un point intéressant. On parle souvent de rapprochement entre startups et grandes entreprises, mais comment on mesure finalement les retombées de ce type de partenariat? Est-ce que vous vous dites, moi cette année je veux faire affaire avec 100 startups? Comment vous mesurez vos retombées? Nous, on va regarder essentiellement deux choses. La première chose, c'est quelle valeur on a créée dans le milieu. Desjardins est une coopérative. L'objectif de la coopérative, c'est, à travers ses membres et ses clients, d'enrichir le milieu et les personnes. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a créé comme valeur. Et donc, quand on regarde un coopératon, par exemple, le type de sujet qu'on va amener, c'est la finance inclusive, c'est l'éducation, ce sont des choses comme ça. Et là, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que ça a créé concrètement, combien de personnes se sont investies et ça a débouché sur quel type de valeur pour la société. L'autre élément, c'est évidemment ce que ça crée pour nous à l'interne. Et là, ce n'est pas des métriques, là, c'est plutôt des cas par cas où on va être capable de dire, dans tel cas, pour telle offre, on n'aurait pas été capable de le faire s'il n'y avait pas eu cette collaboration avec une start-up.
on n'aurait pas pu faire Ajusto si on n'avait pas travaillé avec un groupe, c'est une start-up d'une trentaine de PhD spécialistes en données qui sont regroupés. Mais si on n'avait pas pu faire ça, on n'aurait pas eu ces personnes en interne. Donc c'est ce genre de choses qu'on va faire. Okay. Vous, de votre côté, comment vous mesurez vos retombées de ce type de partenariat? Moi, j'aime beaucoup le point d'Henri, en fait, sur la valeur qu'on a créée dans l'écosystème. Généralement, cette valeur-là prend différentes formes. Je vois Jean-Christophe de Appcom qui est dans la salle. Appcom, qui est une jeune entreprise de Longueuil en application mobile, d'être capable d'ouvrir mon Rolodex pour offrir à Jean-Christophe d'avoir accès à des entreprises qui n'auraient pas accès sans ça, ça crée de la valeur chez Appcom. Donc, du jour au lendemain, son entreprise prend de la valeur. Hier, on a appris hier que Northfell, une jeune entreprise en jeux vidéo dans le cadre du programme Indie, venait de toucher son Canadian Media Fund, 900 000 $ de financement de la part des fonds des médias canadiens. Et c'est en partie parce qu'ils ont gagné le concours de la série Indie qu'ils ont touché ça. Donc, à force de mettre de l'énergie, on finit par créer de la valeur dans l'écosystème. Puis, veut pas, un jour, ça va nous revenir. Il ne faut juste pas le calculer, mais veut pas, ça va nous revenir. Et un exemple concret, on a accompagné Edoko pendant 1 an. Edoko qui était dans le vêtement intelligent il y a 2 ans. Edoko a manqué de financement en bout de route. Malheureusement, ils n'ont pas pu aller plus loin. Mais l'investissement de temps qu'on a mis dans Edoko, il nous revient parce qu'aujourd'hui, Mazen, le fondateur d'Edoko, est devenu un employé d'Ubisoft. Donc, on a trouvé à l'intérieur de cet écosystème-là aussi une façon d'aider par l'embauche de Mazen. On sait dans votre secteur notamment comment le talent, et pas justement juste dans votre secteur, je pense dans les 3 secteurs, le talent est quand même difficile à aller chercher, donc c'est un des moyens. Et à développer. Et à développer, exactement. Serge, de votre côté? De notre côté, on est vraiment dans l'innovation. Donc, par définition, mesurer une destination, en fait, l'innovation, c'est un parcours beaucoup plus qu'une destination, parce que si on connaissait la destination, ce ne serait pas de l'innovation par avance. On ne mesure pas en retombées de dollars à court terme. En fait, on va mesurer le succès du laboratoire, comme je le mentionnais un peu plus tôt, beaucoup plus au niveau de la participation. C'est-à-dire de voir vraiment l'engouement qu'on aura créé avec le carré de sable et voir l'originalité, finalement, de ce qui va émerger, quelles sont les startups qui vont se greffer, qui vont soumettre des projets. C'est sûr qu'au début, on va le quantifier beaucoup sur le taux de participation. Mais je pense que ça va se développer au fur et à mesure parce que c'est un projet qui n'a pas une fin à court terme, mais qui va se poursuivre sur plusieurs années. La sophistication, la maturité des projets qui vont être soumis va certainement faire partie des critères qui vont évaluer le taux de succès de la mise en place du laboratoire. Donc, après ça, est-ce que ça va déboucher sur des choses tangibles? Bien sûr qu'on l'espère. Mais je pense qu'à plus court terme, ça va être le taux de participation et après ça, la sophistication, la maturité des projets qui vont être soumis. On comprend que, par définition, il y a une part d'inconnu dans l'innovation. Oui, tout à fait. Il faut laisser aller ça aussi. Exactement. Il faut laisser libre cours. C'est sûr qu'à Vidéotron, on est dans le divertissement, on est dans les télécommunications, c'est certain. Mais en soi, ces 2 secteurs-là sont très, très vastes et très, très larges. Donc, on ne veut pas se donner des critères très, très sélectif en partant. En fait, le laboratoire est très ouvert. On n'a pas de critères fermes prédéfinis. On va s'ajuster au fur et à mesure en fonction justement de l'engouement et des projets qui vont être soumis. Alors, justement, là, on vous a peut-être mis à l'eau à la bouche. Vous voulez peut-être travailler avec ces grandes entreprises. Moi, j'aimerais savoir concrètement s'il y a des gens dans la salle là, qui veulent travailler avec vous. Comment font-ils? Henri, est-ce que vous voulez commencer? Nous, la porte d'entrée, c'est le Desjardins Lab. Le Desjardins Lab, vous le retrouvez évidemment sur les médias sociaux. Il a sa propre page Facebook. Vous le retrouvez à la Maison Notman. Vous le retrouvez au complexe Desjardins. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Ce groupe-là, il est constitué de personnes qui sont des secteurs d'affaires et des gens de technologie. Ils sont très connectés dans l'ensemble de l'organisation pour voir tout de suite s'il y a un potentiel. C'est sûr que ça prend des pitchs qui sont bien acérés parce qu'on en rencontre évidemment beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un comité de sélection?
On n'a pas un processus très formel là-dessus. Ça va plutôt être... on a un processus très formel quand on est à la recherche de quelqu'un. Donc ça va arriver, par exemple, de dire hey, « moi, j'ai une problématique de ce type. » Et puis là, il y a un groupe qui va se mettre, qui va rencontrer un certain nombre de personnes, qui va dire bah, « regarde, j'en ai vu 3-4 là qui sont intéressants que tu devrais rencontrer. » Dans ce sens-là, dans l'autre, on n'a pas un processus formel, mais on a un groupe de gens, Federico Puebla et son équipe, très allumés, qui aiment ces rencontres-là, Ilias Benjeloun aussi, qui sont les portes d'entrée fantastiques pour réseauter dans le mouvement. Ok. Vous, de votre côté, si quelqu'un veut travailler avec vous, comment fait-il? De notre côté, en fait, j'en parlais un petit peu plus tôt. Dès l'automne, le début de l'automne, on va mettre en place un portail où les gens, et bon, ça va être très, très complet, où les startups vont pouvoir soumettre leurs projets. Donc, il va y avoir une certaine mise en forme, mise en page que les gens devront respecter, mais rien de très restrictif. Et ça va être la première porte d'entrée. Ceci étant dit, on peut déjà soumettre des projets. Tout a été passé à travers le site web de la Société du quartier d'innovation. Donc, le quartier de l'innovation, pour le moment, pour l'entrée des projets, c'est la porte d'entrée. Et évidemment, il va y avoir ce portail-là qui va être mis en place un peu plus tard cet automne. En ce moment, comme je le disais aussi, on est à mettre les fondations en place, mais on peut déjà s'engager dans des discussions puis dans des sélections. En fait, j'aime un peu moins le terme sélection en ce qui nous concerne parce que ça voudrait dire que d'entrée de jeu, on fait des éliminations. En fait, c'est plutôt une mise en priorité en fonction de ce qu'on a remis en place comme infrastructure. Je tiens à le préciser. Parfait. Et de notre côté, bien, je vous dirais que ça dépend du programme. Donc, dans le cadre du programme avec Montréal Inc., la porte d'entrée, c'est Montréal Inc. Dans le cadre d'Innoban, la porte d'entrée, c'est en fait Hyperlien, qui nous accompagne dans la création d'Innoban avec la Chambre. Dans le cadre de la série Indie, c'est nous directement. Donc, directement, si vous êtes une entreprise de jeux vidéo, à mon adresse email personnelle, francis.baillet@ubisoft.com. Peux-tu la répéter, s'il te plaît? francis.baillet@ubisoft.com ou sur LinkedIn. Et si finalement, vous êtes une entreprise qui œuvrez dans des secteurs connexes aux jeux vidéo, en intelligence artificielle, en big data, en réalité augmentée, et vous avez une solution qui pourrait nous accompagner, on a La Forge, qui est notre propre lab interne, qui peut vous aider à prototyper votre idée avec l'aide d'experts d'Ubisoft. Alors, encore une fois, vous pouvez m'envoyer vos informations. Je vous mettrai en lien avec les bonnes personnes chez nous. Là, vous avez sur la scène 3 grandes entreprises. J'aimerais ça qu'on élargisse un peu le débat parce que j'espère bien qu'elles ne vont pas être seulement 3 à venir soutenir l'écosystème à Montréal, au Québec. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ici pour soutenir l'écosystème? Parce que on sait qu'on n'est pas mauvais, on est plutôt assez bon. Là, on a, je pense, rattrapé un certain retard. Mais si on veut être un jour dans le top 3 mondial, je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire. Et les grandes entreprises ont un rôle à jouer. Vos idées sont les bienvenues, sans engagement de vos entreprises, mais allons-y. Bien, si je peux me permettre, c'est sûr que c'est pas toujours facile pour les grandes entreprises de dédier du temps à cette initiative. Donc, je pense que ceux qui réussissent bien, on en a 3 ici, là, ça prend quelqu'un en interne qui est le champion de l'initiative. Ça prend une direction qui croit dans cette initiative-là. Donc, ça prend un ADN au niveau de la grande entreprise qui a envie de se rapprocher des startups. Et après ça, je vous dirais que ça prend ces liens-là avec les différentes initiatives. Donc, ce n'est pas parce que tu as envie de le faire, ce n'est pas parce que tu as quelqu'un de disponible pour le faire que tu vas nécessairement trouver la bonne façon de le faire. Donc, avant tout, il faut consulter, il faut se rapprocher de certaines personnes clés à Montréal. Moi, j'adore LP Maurice qui est ici aujourd'hui, avec qui on échange. Les gens de la gare avec qui on échange aussi. Mais ça permet de réfléchir à quelle est la bonne initiative sur laquelle on devrait insister, parce qu'il pourrait en avoir des milliers. Et on n'a pas le temps de s'en occuper de milliers. Tout à fait. Mais je retiens que ça prend à la tête des grandes entreprises un leader qui fait en sorte un ambassadeur. Un ambassadeur, exactement, qui fait en sorte que ça descend dans l'organisation. Exact. Deux choses, je pense que ça prend aussi. Ça prend une envie de rayonner, notamment à l'international, et ça prend du financement de manière beaucoup plus sérieuse que ce que l'on a aujourd'hui.
Je m'explique. Le premier élément, et je pense qu'on a commencé à le reconnaître chez Desjardins, Desjardins était une organisation qui avait tendance de beaucoup faire les choses soi-même. Petit à petit, elle le fait de plus en plus avec des partenaires. Et on commence à être dans une logique où on veut créer avec des entrepreneurs et des entreprises du milieu, des entreprises qui répondent à nos besoins, mais dont la propriété intellectuelle est dans ces entreprises, qui peuvent être d'ailleurs cofinancées, dans une logique d'ancrer de l'emploi de qualité ici, mais d'exporter. Et ça, c'est important, cette logique d'exporter, elle est importante parce que le marché du Québec, il est finalement relativement petit à l'échelle mondiale. Et si on veut être compétitif, il faut tout de suite s'ouvrir sur le reste du Canada, les États-Unis et voire plus si possible. Donc ça, je pense qu'il y a un premier bout. Cette année, pour ceux qui vont être au Coopératon, vous verrez, il y aura un prix spécial là, qui visera à permettre à des entreprises de s'exporter, notamment dans la Silicon Valley, pour avoir des connexions là-dessus. Donc ça, c'est important. Le deuxième élément, c'est le volet du financement. C'est bien le financement au début, etc. Mais un des problèmes qu'on voit beaucoup, c'est que rapidement, ces entreprises sont rachetées. On le voit dans le domaine de l'intelligence artificielle, ces entreprises sont rachetées. Et ça, c'est problématique parce qu'à un moment donné, fatalement, il y aura un transfert de cette propriété intellectuelle à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur du Québec. Et ça sera dommageable pour l'emploi. Donc, une des choses qu'il va falloir faire, c'est se poser la question de fonds beaucoup plus structurels, beaucoup plus importants de la part des jardins capital de risque, etc., pour être capable d'accompagner les entreprises, notamment dans une logique, je dirais, quasi IPO. Pour ça va être important de se poser cette question, de se structurer autour de ça. Et là, on parle de fonds qui sont significatifs. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau du capital de risque au Canada, il y a seulement 5% du capital de risque qui provient des grandes entreprises versus 25% aux États-Unis. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire encore. Je ne voudrais pas t'oublier, Serge. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je suis entièrement d'accord avec les propos de Francis. Ça prend d'abord et avant tout un engagement de la direction de l'entreprise. Sinon, ça s'effrite assez rapidement. J'ajouterais à ça que ça prend aussi une espèce de courage d'exposer, parce que pour une start-up qui veut travailler avec une grande entreprise, c'est un peu comme on l'expliquait au début, c'est difficile d'intégrer les activités de la start-up à l'intérieur des activités productives de la grande entreprise. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi un certain courage de la part des grandes entreprises de créer ce carré de sable-là un peu en marge, mais suffisamment rapproché pour apporter non seulement une contribution financière, peut-être de coaching aussi, mais je pense que ce qui est important pour la start-up, c'est un exposure aussi, être exposé au fonctionnement en grande entreprise. Si on veut aspirer, moduler son produit d'une start-up pour la faire rayonner, il faut que ça soit exposé aussi au mode opérationnel des grandes entreprises ou de la PME de moyenne taille. Et ces éléments-là font en sorte que ça va propulser, selon notre point de vue, va propulser vraiment les start-up parce qu'ils ont l'opportunité de tester leurs produits, ils ont une compréhension de l'entreprise et ils peuvent donner une direction beaucoup plus, entre guillemets, profitable et vendable à leur start-up. Je pense que ça fait partie des éléments super importants à mettre en place. Ça demande du courage pour mettre tout ça en place. Tout à fait. Courage, leadership international. Il nous reste 1 minute. Alors, je vais vous poser une dernière question et je vais vous demander de répondre en une phrase. OK. Là, imaginez qu'il y a un ministre des startups au Québec. OK. Ou à Montréal, enfin au Québec, on va dire. Quel serait le premier geste que vous poseriez si vous étiez ministre des startups? Bonne question. Monsieur le ministre. Francis? Monsieur le ministre. En une phrase, c'est dur. J'ai eu la chance d'aller avec justement notre premier ministre en Israël il y a quelques semaines. Et je te dirais que le modèle israélien peut très bien être duplicaté ici. Le modèle est vraiment sous forme de triangle. Implication gouvernementale, implication recherche, donc universitaire, et implication grande entreprise, surtout au niveau du corporate venture. Je pense que s'il y a un élément qui manque encore un peu ici au Québec, c'est le corporate venture. Et je pense que ça va venir. Je pense que c'est une question de culture, une question de temps. Donc, encourager le corporate venture serait certainement une réponse. En créant un trio gagnant, je comprends. Henri? Moi, je pense que les deux mots qui me viennent à l'esprit, moi, c'est connecter, financer.
Il faut trouver des façons de connecter les écosystèmes dont tu parlais, les écosystèmes universitaires, les écosystèmes des entreprises et les écosystèmes gouvernementaux. Moi, je pense qu'il faut aussi connecter les clients ou les membres pour les coopératives. C'est important d'exposer ces initiatives, ces innovations à des membres de manière à ce qu'on puisse tester grandeur nature si ça marche ou pas. Donc ça, je pense qu'on a des choses à faire de ce côté-là. Puis l'autre, c'est financer. Effectivement, le corporate, ça c'est important, que ça soit par des individus ou par des grandes corporations, mais ça, c'est ce qu'il va falloir augmenter prochainement. Là. Connecter, financer, trio. Le mot de la fin. Oui, c'est ça. En fait, un peu le long des mêmes lignes, financement certainement, mais je dirais peut-être aussi favoriser des conditions de collaboration étroite entre l'entreprise et les startups, donner des possibilités aux grandes entreprises d'aller chercher une certaine dynamique pour favoriser le rapprochement entre le start-up et la grande entreprise à l'intérieur ou en marge, en périphérie rapprochée de leur champ d'activité premier. C'est certainement comment, ça c'est une bonne question, mais favoriser certainement. Excellent. C'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie infiniment, messieurs. Et puis, il faut vous attendre à quelques connexions, à mon avis, avec les gens dans la salle. Merci de votre attention et au plaisir. Merci infiniment. Merci.